RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. C'est donc le retour de quoi je me mail sur RMC le dimanche matin, mais aussi sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01nettv.com et sur les box SFR Orange et Free, et puis sur satellite aussi, sur France Sat. Merci de nous suivre en tout cas. Ça a coûté des milliards, les opérateurs sont relativement satisfaits et surtout, c'est le coup d'envoi officiel de la 5G. Tout ça a été décidé il y a quelques heures à peine. Ça y est, les enchères ont été validées. 2,8 milliards dans l'escarcelle de l'État. On va vous expliquer en fait ce qui se cache derrière cette 5G, derrière ces enchères. On va évoquer un peu tous les sujets liés au numérique maintenant avec mon invité. Je suis très heureux d'accueillir Cédric O. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État chargé au numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment pas mal de sujets. En plus, votre venue tombe pile poil avec cette attribution des fréquences 5G. Pour tous ceux qui n'y comprendraient rien, Cédric, qu'est-ce qui s'est passé donc vendredi dernier ? 2,8 milliards donc qui vont à l'État et qui sonnent surtout, je le disais, le coup d'envoi de la 5G. Alors, pas totalement, pour être un tout petit peu précis. Donc, en fait, la 5G, donc cette nouvelle technologie qui, grosso modo, pour les gens, si on l'explique, revient à avoir la fibre sur son téléphone portable, avec la qualité de stabilité et de débit. Pour déployer cette 5G, on a l'État et l'ARCEP, donc qui est l'autorité qui régule les télécoms, ont mis aux enchères des nouvelles bandes de fréquences, c'est-à-dire de nouvelles autoroutes de fréquences, pour les opérateurs qui ont donc fait des enchères misées pour essayer de récupérer la plus grande partie possible de l'autoroute. C'est des blocs. C'est des blocs, voilà, ce qu'on appelle des blocs de fréquences, exactement. Et donc, les enchères ont été lancées le 29 septembre dernier, donc en début de semaine. Et il a fallu quelques jours pour attribuer tous les blocs. Et donc, nous avons annoncé hier que les blocs avaient été attribués pour un total de 2,786 milliards d'euros, ce qui est un bon chiffre, on y reviendra peut-être. Il reste encore une toute petite partie qu'on a moins en tête. Enfin, 90% du chemin est fait. Maintenant, on a ce qu'on appelle les enchères de positionnement. Et donc, en fait, pour rentrer un peu dans le détail, donc les bandes de fréquences, c'est-à-dire les voies sur lesquelles la 5G va se déployer notamment, sont entre 3,4 et 3,8 GHz. Si vous êtes à 3,5 ou 3,6, c'est un petit peu mieux que si vous êtes à 3,4 ou 3,8. Et donc là, ils vont se positionner pour essayer d'avoir la meilleure fréquence. Mais on considère que le plus gros du chemin est passé parce que ça a rapporté 2,8 milliards d'euros, pour le dire assez rapidement. Maintenant, on parle... Les estimations, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Donc, le gros du chemin est passé. Mais juste pour revenir sur un peu les prochaines étapes, puisque c'est un peu ce que vous évoquiez, il va falloir encore quelques semaines pour finaliser l'attribution formelle et juridique. Dans la vie des Français, l'estimation, c'est que les nouveaux forfaits, en tout cas les offres commerciales, vont arriver d'ici la fin de l'année, probablement avant Noël. Et donc, on verra des offres 5G avant Noël. Mais là, on a passé une étape importante dans la. On est quasi au coup d'envoi en fait. On approche en tout cas du coup d'envoi. Voilà. Alors 4 blocs pour Orange, qui est l'opérateur numéro 1, 3 blocs pour SFR, 2 pour Bouygues et 2 pour Free. Est-ce que c'est assez équilibré à votre avis ? Je pense d'abord c'est bien que tout le monde en ait. Ensuite, je pense que ni l'ARCEP ni l'État n'ont à dire qui doit avoir quoi. Je pense que là, pour le coup, il y a une question d'enchère. Il était important que tout le monde se positionne. Et donc, on va dire qu'on a eu une approche un peu spécifique sur cet appel d'offres, cette phase d'enchère. Au contraire de certains autres pays où, en fait, qui ont laissé les opérateurs surinvestir. L'Allemagne, par exemple, a des montants plus élevés. Je crois que c'est 6 ou 7 6 milliards d'euros, 6,5 milliards. Même l'Italie aussi. L'Italie aussi. Nous, on a fait un choix qui est dès l'origine de dire, évidemment, le prix est important. Par contre, on vous met des obligations de déploiement. Donc d'abord, il faut que vous déployiez vite. C'est 3 000 antennes en 2022, 10 000 en 2025. Et par ailleurs, on a introduit quelque chose que n'ont pas fait les autres. C'est qu'on a dit un quart des antennes doit être dans des zones peu denses. D'accord. Et donc, on sait que c'est moins rentable les antennes dans les zones peu denses, donc c'est pour ça que le prix est moins élevé. Par contre, c'est important pour nous de ne pas réitérer les problèmes qu'on avait eus sur la 4G, où en fait, on a toujours d'ailleurs, même si on couvre vite, on pourra y revenir, un problème de zone blanche. On veut faire en sorte que dès le début, on prenne en compte la ruralité, le périurbain, pour une raison simple, c'est que même dans ces endroits-là, c'est important d'avoir la 5G, à la fois pour les consommateurs et pour les gens, le même niveau de service que dans les villes, mais aussi parce que pour certaines applications, comme la télémédecine, le télétravail, l'agriculture, c'est aussi important.
Et donc, comme on considère que c'est une technologie importante pour l'avenir de l'économie française, on y reviendra, j'imagine, on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas un déséquilibre ville-campagne, comme on l'a connu trop souvent sur la 4G. Vous parliez d'obligations pour les opérateurs. C'est un peu comme le New Deal 4G qui avait eu lieu il y a quelques années, à peu près, où vous aviez réattribué des fréquences gratuitement, mais avec des obligations très fortes de déploiement. Est-ce que les opérateurs jouent le jeu en général, ou est-ce qu'il faut de temps en temps les rappeler à l'ordre ? Alors, on maintient une pression forte, mais je pense qu'il faut dire qu'ils jouent le jeu en règle générale. Juste pour vous donner une idée de l'accélération de ce que vous évoquez, qui s'appelle le New Deal, qui est en fait un accord entre l'ARCEP, le gouvernement et les opérateurs. Le précédent plan de couverture des zones blanches avant 2018, donc des précédentes majorités, sur 15 ans, ce sont 600 pylônes qui ont été allumés en zone blanche. Avec le New Deal, dans les 2 ans qui viennent, on va en allumer 2000. Donc on passe d'une logique de 600 en 15 ans à 2000 en 2 ans, et au total, ce sera 12 000. Des pylônes où il n'y a aujourd'hui dans les zones blanches pas de réseau, en fait. Pas de réseau ou pas de data ou pas d'internet. Exactement. On ne parle là sur les 12 000 pylônes que des zones blanches. On ne parle pas des 12 000 ou 2000, pardon. 2000 en 2 ans, 12 000 en 8 ans. D'accord. Donc c'est une accélération comme on n'en a jamais connue. Chaque mois s'inaugure 80 nouveaux pylônes dans les zones blanches. Donc il y a une accélération qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait connu. Évidemment, pour les gens, c'est toujours trop lent, c'est toujours trop long. Mais là, je pense que le problème des zones blanches va vraiment très significativement se réduire dans les 2 ans et dans les 5 ans à venir. Ça prend quand même un peu de temps d'installer un pylône. Parfois, tout le monde n'en veut pas, il faut aussi le dire. On a quelques difficultés pour les installer, sur la 4G, je parle. Et sur la 5G, ça risque de... Mais il y a un plan de déploiement qui est très fort et qui ne sera pas ralenti par la 5G. J'insiste sur ce point parce que je lis de temps en temps oui, mais vous déployez la 5G, nous on n'a pas encore la 4G. C'était pas du tout antinomique pour une raison assez simple et très technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'aujourd'hui, la 5G, elle repose sur des pylônes 4G. Donc, pour déployer la 5G, on a besoin d'avoir de la 4G. Et donc, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. On va maintenir ce rythme de déploiement. Qui peut le plus, peut le moins, en fait, ou l'inverse. Exactement. En fait, on met des antennes 5G sur des pylônes 4G. Donc, on va continuer à déployer très fortement les pylônes 4G. Et on va mettre des antennes 5G graduellement. Et pour revenir aux obligations qu'on évoquait tout à l'heure, on voit que la 5G est au cœur de nouveaux services, mais aussi d'une compétition internationale, d'une concurrence internationale. Il y a déjà 100 millions de Chinois qui ont des forfaits 5G. Oui, la Corée est couverte à 100%, je crois. La Corée est couverte quasiment à 100%. Il y a déjà 7 millions de Coréens qui ont des forfaits 5G. Et donc, nous, on avait un intérêt, certes, à gagner de l'argent. On a un bon prix, un peu supérieur à ce qu'on escomptait, mais aussi à faire en sorte que très vite, il y ait des pylônes 5G, encore une fois, en ville et dans la campagne. Quelles sont les obligations que vous imposez aux opérateurs concernant le déploiement de la 5G ? Alors, c'est une obligation de nombre. C'est assez ambitieux ? Oui, c'est ambitieux. Juste pour donner une idée, donc c'est 3000 pylônes d'ici 2022. Et il y en a combien déjà installés ? Parce qu'on sait que les opérateurs ont déjà déployé leur réseau. Alors, il y a 2 choses. Sur les pylônes 5G, je crois que c'est à peu près 500 aujourd'hui stations 5G qui sont disponibles pour les expérimentations. Voilà. Donc, d'ici dès que ça sera officiel, ces expérimentations deviendront des pylônes tout à fait. Effectifs. Ils peuvent allumer dès que c'est officiel. Formellement, ils peuvent d'ailleurs, c'est un peu technique, mais ils pourraient utiliser, et d'ailleurs ils le feront probablement un peu, des pylônes qu'ils ont déjà en 4G pour les passer en 5G. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un sujet aussi un peu tendu, ça. Exactement. Mais en tout cas, donc on leur met des obligations de déploiement. C'est 3000 pylônes d'ici 2022 et c'est 10 000 pylônes à horizon 2025. Et dans ces 10 000 pylônes, il devrait y en avoir un quart, donc 2500, qui sont en zone peu dense. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de couverture de la population ? Parce que dit des pylônes comme ça, on ne sait pas trop, en fait. On a une idée du pourcentage de la population que ça représente ? Je peux donner une idée pour... Aujourd'hui, un opérateur normal, il a entre 15 et 20 000 pylônes. D'accord. Donc quand pour on dit 99% de la population couverte. Voilà, à peu près. Ça exactement. Je crois que c'est 97% de la population. Alors, c'est toujours les derniers pourcents qui sont les plus difficiles à couvrir. Bien sûr. Mais donc, d'ici 2025, on devrait avoir une partie sensible de la... Enfin, une très grosse partie de la population française. Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de... Alors, ça ne sera pas beaucoup plus que 50%, parce qu'évidemment, ce sont les villes denses qui vont être couvertes. Donc, forcément, ça va faire augmenter le taux de population couverte. Mais on peut imaginer que d'ici 2025, on est quoi ? 60% de la population couverte en 5G ? Encore une fois, il y a un quart des antennes qui
qui ne sont pas en zone dense. Hein. Ah oui, donc on a mis vraiment une obligation de dire, on sait que c'est moins rentable, d'ailleurs c'est pour ça que le prix n'est pas si élevé, mais il y a un quart des antennes que vous allez mettre dans la ruralité, dans le périurbain. Donc il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas de fibre, n'ont pas d'ADSL, n'ont pas de 4G, ils risquent d'ici 2025 de se retrouver avec de la 5G. Alors d'ici 2025 ils auront de la fibre, puisque on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un engagement qu'on a pris. Mais ce qui est intéressant, nous on n'a pas fait ce choix-là, mais aux États-Unis, il y a certains endroits où ils ne déploient plus de la fibre, ils déploient de la 5G, parce que les fonctionnalités de la 5G, comme c'est très proche de la fibre en termes de stabilité et de débit, ils estiment que pour certains endroits, ils préfèrent déployer de la 5G. Ça coûte moins cher, accessoirement, non ? C'est discutable, mais en tout cas, nous, c'est pas le choix qu'on a fait, puisqu'on a par ailleurs choisi de maintenir le déploiement de la 4G, le rythme très fort de déploiement de la 4G, mais aussi de couvrir l'ensemble du territoire à 100% en fibre, parce que ça nous semble important. Alors, 4G, 5G, évidemment, c'est le progrès. On est obligé de passer par là. Malgré tout, il y a, on va dire, des réfractaires à ces technologies. On le voit avec des émetteurs qui flambent, enfin, du vandalisme qui est fait parfois. Que diriez-vous à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont réticents envers cette 5G, parfois même la 4G ? Pourquoi aujourd'hui on est dans l'obligation de développer les réseaux de demain ? Alors, je vais commencer par une contrainte qui n'est pas la partie la plus sexy, mais qui est très concrète. D'ici 2 ans, il n'y a plus de fréquences disponibles sur les réseaux 4G, donc dans les grandes villes. Donc d'ici 2 ans, dans les grandes villes, les réseaux vont saturer. Donc complexité pour la voix, complexité pour les données. Et donc là, on a 3 choix. C'est soit on laisse saturer les réseaux. Je pense que personne n'a envie de laisser saturer. Les réseaux, ils vont saturer pas parce qu'on va mettre la 5G. Les réseaux, ils vont saturer parce que les gens consomment de plus en plus de données et qu'ils ont ce réflexe-là et que ça augmente très fortement. Donc soit on laisse saturer, soit on met des antennes 4G, soit on met des antennes 5G. Les antennes 5G, pour faire le travail d'une antenne 5G, il faut aller entre 2 et 20 antennes 4G. Et donc, la décision très concrète à court terme, qui va être celle qui fonde la décision du gouvernement. Le fait de désengorger la 4G, c'est la 5G. On peut le faire en 4G, c'est-à-dire on peut rajouter une antenne 4G, sauf qu'en fait, on va consommer 20 fois plus d'électricité et d'énergie. Et donc, à très court terme, il y a ce sujet-là. Ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, c'est très basiquement, à très court terme, c'est la question de ce qu'on vient d'attribuer, c'est ça. Oui, il y a de nouveaux usages, oui, c'est important pour l'industrie, oui, c'est important pour l'agriculture, mais si on est un peu très concret, à horizon de 2 ans, c'est aussi indispensable parce que sinon, plus de données et tout le monde va avoir un problème pour utiliser son téléphone portable dans les grandes villes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et on reviendra après, si vous voulez, sur les questions sanitaires, environnementales qui se posent. Le deuxième élément, c'est que, encore une fois, la 5G, c'est la 4G en mobilité. C'est la fibre en mobilité. Et donc, on a beaucoup plus de débit. Et on a ce qu'on appelle un temps de latence, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous appuyez sur un bouton, le temps que ça réagisse, qui est extrêmement réduit. Le ping, en quelque sorte. Voilà, exactement. Voilà. Qui se mesure en millisecondes. Exactement. Ce qui ouvre pour les personnes et pour les individus des applications en termes de loisirs qui sont très intéressantes, mais ce n'est pas le plus important, même si il ne faut pas le balayer d'un revers de main, c'est que dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la télémédecine, dans les transports, dans l'énergie, ça ouvre de nouvelles capacités qui sont extraordinaires. Des capacités qui rendent les entreprises plus compétitives, c'est une chose importante. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois et les Américains l'ont mis au cœur de leur bataille commerciale. Oui. C'est qu'ils estiment que s'ils veulent... C'est vraiment un outil de compétitivité. Exactement, garder leur industrie et s'ils veulent éviter que leurs usines partent dans la grande concurrence internationale, ils ont besoin de la 5G. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun industriel qui vient dans un pays où il n'y a pas de 5G. Soit ils enlèvent ses usines, soit ils ne mettent pas ses usines. Je dis ça parce qu'on a un petit sujet sur les usines en ce moment en France. Et donc, c'est important pour cela, mais c'est important pour l'agriculture de demain. C'est-à-dire l'agriculture de demain, plus économe en énergie, plus économe en eau, qui a besoin de connecter son drone avec le tracteur, avec des sondes dans ses champs, avec son système de pilotage intégré, qui a besoin de le connecter avec le satellite pour échanger des images, etc. On ne sait pas le faire sur la 5G. Encore faut-il qu'il y ait de la couverture 5G dans ces zones rurales. C'est pour ça qu'on a mis des obligations de couverture des zones rurales. Les réseaux intelligents de demain, c'est-à-dire les réseaux qui vont nous permettre de connecter les éoliennes, les petites cellules de production électrique, les voitures électriques, avec nos chauffages et nos chaudières, on ne sait pas le faire sans la 5G. La voiture de demain,
on ne sait pas le faire sans la 5G. On voit les expérimentations, par exemple, d'Orange, d'Orange avec des constructeurs et un consortium automobile, pour que les voitures détectent les piétons pour éviter les accidents. Ça, on a besoin d'un temps de latence très court. On ne sait pas le faire en 4G. Parce que entre le moment où le système voit le piéton et le moment où la voiture doit réagir, vous avez une question de millisecondes. Si vous êtes dans la temporalité d'aujourd'hui, le piéton est embouti. Quelques millisecondes, c'est quelques dizaines de mètres supplémentaires pour que la voiture réagisse. Et donc, en fait, la 5G, c'est des nouveaux débits, c'est plus simple pour faire un certain nombre de choses. Ça consomme moins que la 4G à bande passante équivalente. Mais surtout, là, on voit qu'on est dans une crise. Tout le monde se fait un peu concurrence, il faut le dire, pour attirer pour les usines, pour qu'elles restent ici, pour développer de nouveaux services, pour faire en sorte que l'agriculture française soit aussi performante que l'agriculture allemande. En gros, pour séduire de nouveaux investisseurs, il faut de la 5G. Oui, tout simplement pour que nos entreprises aujourd'hui soient capables d'être aussi compétitives que les autres. Comme l'a dit Bruno Le Maire, mais quel cadeau fait aux Américains, aux Chinois et à nos concurrents internationaux si jamais on ne met pas la 5G. On se bat aujourd'hui pour que l'usine Bridgestone ne ferme pas et que l'entreprise réinvestisse et imagine une usine du futur. Mais si on ne met pas la 5G, mais quel intérêt à le faire ? Je veux dire, autant les mettre son usine en Allemagne. À votre avis, 100% de la population en 5G ou 99% de la population, c'est à quel horizon ? Dans 10 ans ou avant ? Non, avant, je pense que de facto, ça va, comme toutes les il a fallu quoi, 7 ans, 8 ans pour que la 4G soit... 7 ou 8 ans pour la 4G, je pense que ça sera la même chose pour la 5G. C'est plus compliqué pour un opérateur de développer de la 5G par rapport à la 4G. Vous disiez tout à l'heure, il faut avoir les mêmes pylônes. Donc en fait, finalement, c'est simplement changer le matériel qu'il y a sous les pylônes. Oui, exactement. Donc ça peut aller peut-être même plus vite. On peut espérer que ça aille plus vite que le déploiement de la 4G. On pourrait espérer que ça aille plus vite parce que la difficulté avec la 4G pour gagner les derniers pourcents, c'est effectivement le pylône lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tirer le câble, il faut apporter la fibre jusqu'au pylône, monter le pylône, avoir l'autorisation, éviter que ce soit un endroit qui soit trop visible, que ce soit trop proche d'habitation. Et tout ça, cette structure, on l'a déjà quasi. Et là, avec le New Deal et avec ce qu'on déploie, on n'aura plus qu'à mettre les antennes dessus. Donc ça risque d'aller plus vite. C'est d'ailleurs aussi une raison de la différence d'investissement entre la France et l'Allemagne. C'est que l'Allemagne, comme ils ont moins de pylônes, ils doivent aussi tirer les pylônes en même temps. Obligés d'investir. Juste un mot sur la fibre optique, après on reviendra sur la vraie 5G, la fausse 5G, parce que c'est un débat que les opérateurs emploient en ce moment. 2025, vous l'avez dit et vous l'avez encore confirmé il n'y a pas si longtemps, en septembre, je crois bien. Pour vous, en 2025, tous les Français auront la fibre ? Pour nous, en 2025, la fibre, tous les Français auront la fibre à 99,99%. Je ne peux pas vous garantir que la dernière bergerie sur un éperon rocheux, elle aura la fibre. En fait, ce qu'on veut faire pour utiliser une image très claire, c'est considérer qu'il y a un service universel de la fibre, comme pour le téléphone, comme pour l'eau, comme pour l'électricité. Donc, tout le monde n'est pas relié à l'eau et l'électricité en France. Vous trouverez toujours une bergerie qui ne l'a pas, mais grosso modo, tout le monde l'a, si on est basique. Et d'ailleurs, on veut même inscrire ça dans le cadre d'un service universel. Finalement, on pourrait même imaginer que la petite ferme dans le Larzac perdue au milieu de nulle part, si elle n'a pas la fibre, elle pourra avoir ou de la 4G ou de la 5G. Mais de toute façon, ça, c'est avant. C'est-à-dire, d'ici 2022, on s'est engagé à ce que tout le monde ait du très bon débit. Que ce soit par fibre, que ce soit... Du très haut débit ou le bon haut débit Du très bon débit, c'est-à-dire 30 mégabits par seconde, pour être très clair. Que ce soit par fibre, que ce soit par 4G fixe, ou que ce soit par satellite. Donc ça, 2022. On a lancé un nouveau satellite qui permet de faire du très haut débit partout en France. Donc même la dernière bergerie sur un éperon rocheux, d'ici 2022, 100%, mais 100% des Français pourront souscrire. Enfin, l'internet par satellite, c'est pas le top. Hein. On est limité en data, il y a du temps de latence, etc. Enfin, c'est pas aussi fluide et qualitatif que la fibre ou la 4G ou la 5G. C'est pas aussi bien que la fibre, c'est sûr, mais ça peut être aussi bien que la 4G. En fait, faut rentrer dans le détail, mais on a lancé 2 satellites. Qui sont pas géostationnaires, qui sont plus bas, c'est ça ? Qui réservent des bandes de fréquences spécifiques. Un qui permet de garantir que d'ici la fin de l'année, vous pouvez avoir le bon débit, c'est-à-dire 8 mégabits par seconde, parce qu'il faut rentrer dans le détail, 8 mégabits par seconde partout en France, d'ici la fin de 2020. Et le deuxième, qui n'est pas encore en service, qui, d'ici 2022, permettra à tout le monde d'avoir 30 mégabits par seconde. Donc, le satellite compliqué qui marche aléatoirement, c'est terminé, on va vers de la bonne connexion. Je le dis parce que j'étais en vacances dans les Cévennes cet été.
dans les Cévennes, il y a des endroits, il se trouve qu'il y a on des n'arrivait pas à vous joindre. où on n'arrivait pas à me joindre, Ouais. parce que j'étais vers Lettonie, vous voyez, donc c'est dans un endroit des Cévennes assez. Ah oui, vous avez reculé. testé les zones blanches. Là, Et en fait, la chambre d'hôte enfin le gîte qui nous recevait avait du satellite Nordnet et ça marchait très bien. Donc j'ai pu aller vérifier entre guillemets moi-même que ça marchait bien. Après, ça permet pas dans de bonnes qualités, dans de bonnes conditions la voix sur IP et tout, parce qu'il y a du temps de latence, etc. Mais en tout cas, c'est une solution, on va dire, Ouais, même pour la voix sur IP, honnêtement, je pense qu'on peut faire des trucs très bien avec du 30 mégabits. Ouais. Après, vous pouvez pas faire du gaming à fond, de la télémédecine avec des très gros dossiers, mais bon, c'est. Donc 2022, 8 mégas. Non, 2020, fin d'année 2020, 8 mégas pour quasiment tout le monde. Non, pour tout le monde. 2022, 30 mégas. Ouais. Et 2025, fibre optique pour tout le monde. Exactement. Ou 5G, si la fibre ne va pas. Notre objectif, c'est la fibre. Notre objectif, c'est de tirer les câbles. C'est important ce que vous dites, parce que ce sont des engagements fermes pour tous ceux qui nous écoutent. Et Dieu sait. C'est tellement ferme qu'on va le mettre dans la loi. D'accord. Le service universel 2025, on passe la semaine prochaine à l'Assemblée un texte un peu technique, mais qui va nous permettre d'avoir la base légale pour faire le service universel. Et c'est important parce que, pour que les gens se rendent compte, encore une fois, c'est toujours trop lent la fibre, le rythme de déploiement de la fibre aujourd'hui en France, il est inégalé partout dans le monde. La moitié de la fibre qui s'installe en Europe, mais on part de loin, Cédric. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle du plan fibre. On est d'accord. Vous avez peut-être l'impression qu'on part de loin. Aujourd'hui, le pays qui a le plus de kilomètres de fibre sur son territoire, c'est la France. Donc, c'est un peu quand on se compare, on se console. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui est mieux fibré que la France, et pourtant on est toujours ceux qui déployons le plus. Chaque jour ouvré, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est 19 000 locaux qui sont rendus raccordables à la fibre en France. 19 000 par jour. Ouais, c'est énorme. Pas par mois, par jour. Donc ça arrive, quoi. C'est lent, c'est trop long parce que tout le monde la veut, tout le monde en a besoin. C'est comme l'eau, l'électricité, mais ça arrive. Et entre les opérateurs, ça se passe bien. L'opérateur qui tire la fibre, il ne va pas garder un peu la fibre un peu pour lui en attendant que les autres arrivent. Enfin, vous ne voyez pas des petites tensions comme ça entre les opérateurs? Tout se passe magnifiquement bien partout en France et qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a encore des endroits où la fibre passe dans votre rue et puis on l'a commercialisée, c'est votre frère, mais vous êtes un peu plus loin, donc vous ne l'avez pas encore. Donc tout ça, c'est encore trop long, c'est encore trop lent. Il y a toujours des petites tensions. Nous, on maintient une forte pression. Et l'ARCEP veille. L'ARCEP veille, évidemment, qui fait un très très bon travail. Mais grosso modo, on est plutôt satisfait. On peut imaginer que d'ici la fin de l'année, on ait les premières offres commerciales 5G. En plus, on aura les premières offres commerciales. Apple lance son iPhone 12 qui visiblement serait 5G, donc ça va être un sacré boost. En revanche, il y a cette rumeur comme quoi on pourra avoir une 5G à 2 vitesses. Une 5G, une vraie 5G et une fausse 5G qui pourrait être lancée par certains opérateurs français. Est-ce que vous allez franchement laisser tout le monde faire ce qu'il veut, ou est-ce que vous allez être vigilant concernant peut-être des fausses appellations de la fausse 5G? Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est qu'effectivement, comme vous le dites, les opérateurs pourraient d'ailleurs dès aujourd'hui utiliser certaines antennes 4G pour faire de la 5G. Avec, je ne rentre pas dans le détail, des niveaux de qualité qui sont assez différents. Sur des fréquences à 700 ou 800 MHz 700 ou même 2,8, 2,6, etc. Donc on pourrait être 2,1, 2,8. Bon. Parce que la définition de la 5G est très compliquée. Oui, bien sûr. Que, en fait, la 5G, c'est pas qu'un spectre de fréquence. En fait, c'est tout. Exactement. C'est le récepteur, c'est les algorithmes, c'est le spectre de fréquence. Enfin, c'est exactement. Nous, la manière dont on veut aborder les choses avec l'ARCEP, et puis j'en ai parlé par exemple avec 60 millions de consommateurs, avec l'UFC Que Choisir, c'est que on fasse en sorte qu'il y ait la transparence sur ce à quoi on a droit où. Donc, si vous êtes à Roanne, si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Rennes, vous devez savoir, donc il y aura des cartes, il y aura des choses très précises, si à côté de chez vous, c'est plutôt de la 5G sur les 3,5 GHz ou de la 5G sur telle autre bande de fréquence. Mais comment je le saurais? Il faudrait que ce soit indiqué sur mon téléphone. Je vais avoir parce que votre téléphone, 5G, vous aurez éventuellement toujours un logo 5G. Juridiquement, la capacité à définir ce qu'est la vraie ou la bonne fausse 5G est compliquée. Donc il faut que les gens puissent... Donc je le saurai quand je souscrirai un abonnement. Je suis dans une zone où vous aurez des sites internet ou des choses comme ça où on vous dira vous êtes là, en fait la vraie 5G. Mais il va falloir que je me renseigne. C'est pas l'opérateur qui me communiquera cette information. Il faudra s'enseigner, effectivement. Mais déjà on veut faire la transparence pour cela. Après, si on regarde ce qui s'est passé sur la 4G, il y a eu exactement le même sujet. Notamment aux États-Unis. Mais en France sur la 4G, c'est-à-dire au début, tout n'était pas parfait partout, mais assez vite, au bout de quelques mois.
ça se règle. D'ailleurs, c'est l'intérêt des opérateurs, dans le fond. Tous les opérateurs n'ont aucun intérêt, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir, pour des raisons commerciales, n'ont aucun intérêt à fournir un service de mauvaise qualité. Et c'est là que la concurrence nous aide. C'est là que le fait qu'il y ait 4 opérateurs et ils se font concurrence, fait que ça nous aide à ce que si l'un met de la bonne 4G et l'autre de la mauvaise 4G, en fait, on voit tout de suite des mouvements de clients et donc ça force tout le monde à déployer très vite. Est-ce qu'à votre avis, les prix vont s'envoler ? Les prix des abonnements 5G vont s'envoler ? Non, je pense que s'envoler, c'est pas le bon terme. Je pense que si jamais il devait y avoir de nouvelles fonctionnalités, il est possible qu'il y ait une petite augmentation. Mais d'abord, personne n'est obligé de passer à la 5G. Hein. Je veux dire, le fait qu'on passe 99% des Français en 4G, des pylônes en 4G, ça date de cette année. Donc il a fallu 7 ou 8 ans. Donc tout le monde pourra continuer à utiliser son téléphone 4G. C'est pas un sujet. Après, pour ceux qui voudront des fonctionnalités spécifiques, est-ce que ce sera un peu plus cher ? Peut-être. Mais on continuera à veiller à ce que les choses soient dans un ordre de grandeur raisonnable. Par ailleurs, là encore, la concurrence fait que ça ne peut pas s'envoler. Puis visiblement, grâce à la 5G, on pourra avoir des abonnements data illimités, ce qui était le cas en 4G, mais de manière assez sporadique. En fait, là, ça pourrait se généraliser. En 4G, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement data illimité. Oui, chez Free, il y en a, par exemple. Non, c'est toujours avec un cap. Chez Free, je ne crois pas. Hein. C'est de la vraie 4G. 60 gigas ou c'est des choses comme ça. Je ne crois pas. J'ai interviewé Xavier Niel, il m'a garanti que c'était de la vraie 4G en illimité si on souscrivait par ailleurs un abonnement au fixe. On avait droit à une carte SIM supplémentaire. Effectivement, il y a le sujet de l'abonnement fixe en même temps. Je crois que Bouygues aussi propose une box 4G illimitée. Mais donc là, en tout cas, la 5G permettrait d'avoir de la vraie data illimitée. Oui, probablement. Dernière question, Stop Covid. Vous êtes l'initiateur et on a eu l'occasion de discuter il y a quelques mois de cela lors du lancement de cette application Stop Covid. Succès ou échec, sincèrement, pour vous ? Non, à ce stade, ce n'est pas un succès. J'attendrai un peu pour dire que c'est un échec. D'abord parce que l'épidémie n'est pas finie. Ensuite parce qu'on voit que nous, on a eu un peu moins de 3 millions de téléchargements. Les Anglais viennent d'en faire 15 millions en une semaine pour le lancement de leur application. C'est assez simple. On voit que la situation là, c'est qu'il y a la deuxième vague de l'épidémie, il y a le début de fermeture de bars, de restaurants, etc. Et ça risque précisément les cas dans lesquels on a besoin de Stop Covid. Ça risque de se compliquer dans d'autres régions de France. Ça pourrait se compliquer dans d'autres régions de France. Vous avez vu les annonces d'Olivier Véran sur Paris, sur Lyon, etc. Et donc, c'est précisément les cas, les restaurants, les bars. Vous êtes à côté de gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas votre masque. Éventuellement certains cadres de rassemblement étudiants, quand vous faites des rassemblements, des colloques, alors il y en a de moins en moins compte tenu des règles, mais donc si on veut à un moment pouvoir un peu relâcher les règles, on a besoin de suivre cette épidémie. Et donc, si on veut pas qu'il y ait une troisième version de la fermeture des bars, des restaurants, etc., on a besoin d'avoir tous les outils sur la table. C'est vrai, des brigades sanitaires physiques, mais à un moment, les brigades sanitaires physiques, elles ont une limite physique, comme leur nom l'indique. Et donc là, Stop Covid peut être utile. Je pense que... alors nous, on voit une petite augmentation des téléchargements suite à la rebond de l'épidémie. Ouais. On voit qu'il y a, je crois, plus de 6000 personnes qui ont déclaré dans Stop Covid qu'ils avaient le Covid. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus de 15 minutes, moins d'un mètre dans les dernières 48 heures, vous ne croisez quasiment personne qui a Stop Covid. Il faut juste être totalement lucide. Ça veut dire que ces 6000 personnes auraient pu prévenir d'autres milliers de personnes qui, parfois en étant asymptomatiques et donc en contaminant leur entourage, auraient pu prendre les dispositions, aller se faire tester, etc. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait les bons choix techniques aussi ? C'est vrai qu'à un moment, il y avait ce débat plutôt aller du côté des GAFA, etc., avec leurs solutions techniques. Nous, on a pris une solution maison française. D'ailleurs, on s'est un peu isolé. Est-ce que ça a été le bon choix technique, sincèrement ? J'en suis, mais 100% convaincu. D'accord. Pour une raison simple. Imaginez aujourd'hui que ce soit Apple et Google qui gèrent Stop Covid. Mais tous les jours, on nous rebattrait les oreiles avec vous avez donné ça marcherait peut-être mieux, non ? Parce qu'on voit qu'on a des limitations techniques, non ? Non, il n'y a pas de limitation technique. Avec les iPhones, Android, etc. Il y a quasiment aucune limitation technique. Je pense que d'ailleurs les Français se fichent. Je pense même que les Français préfèrent que ce soit les autorités sanitaires sous la surveillance de la CNIL qui nous a, et que ce soit transparent pour la CNIL par exemple. C'est la solution Apple Google, rien de transparent. Qui gèrent leurs données sanitaires. Je pense que les Français préfèrent cette version-là. Et je pense que le fond du sujet n'est pas tant le choix de la solution technique, parce que les gens, en fait, sont assez peu au fait de la solution technique,
que le moment où on l'a déployé, qu'éventuellement la communication, la pédagogie insuffisante qu'on a pu faire. Moi, quand je croise des gens, c'est pas totalement clair à quoi sert Stop Covid pour de vrai. Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'on doit travailler si on veut le relancer. Mais je le dis vraiment très sincèrement. Je veux dire, la question, c'est pas de savoir si Stop Covid est un échec ou un succès pour le gouvernement. On s'en fiche. La question, c'est de dire que oui, ça peut être utile. Oui, c'est utile dans notamment métro, resto, bar, réunion à plusieurs, où vous n'avez pas votre masque. Et donc, moi, j'invite vraiment les Français à la télécharger, notamment quand il y a ces cas de figure-là. Très bien. J'imagine que vous l'avez installé, pas que votre Premier ministre. Hein, c'était voilà. Non, mais le Premier ministre, il n'est pas souvent dans les situations que j'évoquais. Non, mais c'est clair. Et moi, je l'ai téléchargé. Ça me semble évident, ne serait-ce que pour le tester, etc. Vous êtes un peu l'ambassadeur, c'est tout à fait normal. Exactement. Merci beaucoup, Cédric O, d'avoir répondu à toutes nos questions. François. On en sait un petit peu plus sur ces enchères, sur la 5G, sur la fibre optique et donc Stop Covid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rejoindre sur les réseaux avec le hashtag DQJMM sur Twitter, sur la page Facebook de quoi je me mêle. Et on sera là, bien sûr, le week-end prochain. À bientôt. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.